1, 2, 3, oh. Tu sais Arnaud, moi je rêve de quelqu'un qui vienne défendre le vélo, mais tu vois, quelqu'un qui a une autorité, vraiment qui s'impose. Quand elle te dit un truc, la personne, tu la crois quoi. Genre la reine d'Angleterre. Non mais t'es obligé de la croire, pas un peu coucou, tu vois, vraiment t'es obligé. Là tu veux dire Poutine? Non, mais quelqu'un qui a des arguments, tu vois, quelqu'un qui tient la route. Comme un scientifique. Voilà, mais la crème, le top, tout en haut là. Tout en haut des scientifiques. Tout en haut, un prix Nobel? Ouais, mon pote. Bonjour tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 17. Comment ça va Arnaud? Ça va super bien Eric, et toi? Heureux, épanoui, mais puissance 10 exponentielle. Aujourd'hui nous accueillons un prix Nobel, incroyable, un prix Nobel qui vient nous parler de vélo, c'est quand même extraordinaire. Comment ça va Jacques Dubochet? Ça va très bien. Alors, c'est pas juste parce que Jacques est prix Nobel, c'est aussi parce que c'est un cycliste du quotidien qui se déplace en vélo. Alors avant qu'on parle vélo, Jacques Dubochet, pourquoi vous avez eu le prix Nobel? Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer à nous qui avons arrêté la physique-chimie vers 20 ans? Oui, c'est ça, oui. Donc, nous avons travaillé dans un projet qui commençait avant 1980 et il s'agissait de faire des progrès à la microscopie électronique, c'est-à-dire d'observer des objets biologiques avec leur eau. Or, dans un microscope électronique, on travaille sous vide, l'eau s'évapore. Comment faire pour garder l'eau? Et si on a un objet biologique et si on enlève l'eau, c'est comme de regarder un aquarium sec. Oui. Donc voilà, il fallait garder l'eau, mais malheureusement l'eau s'évapore sous vide. Une méthode pour l'éviter, c'est de refroidir l'eau suffisamment froide pour qu'elle ne s'évapore pas, mais l'eau froide c'est de la glace, et la glace fait autant de dégâts que l'eau qui partait loin. Et on a appris à geler, on a découvert, à la surprise de tous, que l'on peut geler de l'eau sans qu'elle change de structure. Et ainsi, on regarde des objets biologiques avec l'eau avec leur pleine qualité, sa pleine qualité, la vraie eau tranquille, bien là, et c'est beaucoup mieux. Et ça permet de donner des images qui sont bien meilleures. Et avec le temps, pendant 30 ans, ces images se sont tranquillement améliorées jusqu'au moment où elles deviennent tellement bonnes, mais c'est pas seulement moi, c'est plein de gens, dont les deux co-nobelistes. Ah oui, vous étiez 3, hein, là-bas. Oui, et ça devient tellement bon qu'on voit les atomes, et quand on voit les atomes, alors hop, c'est de la chimie, et on fournit des données formidables pour les chimistes, et les chimistes se gobergent. Ah oui, parce qu'on est à la limite de la physique, en fait, là. Ah ben non, on est tous des physiciens. Alors, les trois sont tous des gens de la physique, plutôt de la physique. Et puis voilà, puis on a un prix Nobel en chimie parce que c'est les informations qu'on fournit, c'est de la nourriture pour les chimistes. Et concrètement, je crois que c'est des travaux qui ont été étalés sur 30 ans, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et ouais. ça aboutit notamment à permettre de trouver quelque chose pour soigner l'Ebola, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Non, c'est des bêtises. Mais c'est pas une bêtise, mais disons, c'est des données qui entrent dans la connaissance sur Ebola, d'où petit à petit, peut-être une fois, on arrivera à trouver des moyens de soigner. Il y a toujours entre l'image et la thérapie, il y a toujours une bonne distance, mais ça pourrait être relativement rapide. D'accord. Alors, vous êtes là parce que vous êtes un vrai cycliste. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à garder le vouvoiement tout le temps parce qu'en fait, on est voisins avec Jacques et on se tutoie dans la vraie vie. Oui, on a travaillé ensemble, on a fait connaissance autour d'une boîte à échange de bouquins. Ouais, c'est ça, dans le quartier, il y a une boîte d'échange entre voisins. Et puis, Jacques qui m'a attiré là-dedans, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Pour le dire, c'est Jacques qui a tout fait, en fait. Et le truc incroyable avec le prix Nobel, Jacques, c'est la place de vélo à l'université. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est un truc vraiment sympathique. L'université m'a fait 2 cadeaux. Un cadeau, c'était des moyens pour préparer des conférences, inviter des conférenciers sur des sujets qui me tiennent à cœur. Bon, ce sera biologie et société, on commence maintenant à mettre ça en route. Mais l'autre, plus simple, c'est une
place de parc pour mon vélo. Une belle place de parc pour mon vélo avec un grand écriteau dessus, réservé, prix Nobel. Bon. Ouais, mais c'est bien, c'est un clin d'œil aux universitaires américains qui, quand ils ont pris Nobel, eux, ils ont une place de voiture. Ah oui, double king size. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai une place pour mon vélo. King size. Alors, moi j'ai vu que vous n'êtes pas le seul prix Nobel de chimie à avoir obtenu une place de parc pour votre vélo. Ah oui? Ah ça je savais pas. Ah oui? Alors, l'année précédente, en 2016, donc vous avez eu le prix Nobel en 2017. Oui. Et en 2016, c'est Bernard Feringa qui est à l'université de Groningen, Groningen, oui. qui lui aussi Ah oui. a reçu le prix Nobel de chimie en 2016 et qui a reçu une place de parc réservée pour son vélo. Ah oui, bravo. Ah ben je ne savais pas. Très bien. Ah oui. Alors avant de continuer à parler vélo, on va rester dans le Benelux. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de cette campagne en Belgique où on apprend à insulter correctement les cyclistes? On Insulter les apprend cyclistes. à insulter correctement les cyclistes. Alors dis-moi comment il faut faire. Écoutez ça. Insultons correctement le cycliste lambda. D'abord, l'exposition de la situation. Oh, dégage, hein! Ou bien, Mais pousse-toi! ensuite, l'introduction de l'insulte. Espèce de gros Ou encore, fils de et enfin, l'insulte en soi. Celle qui touche parce qu'elle est vraie. bobo anti-CO2! Ce qui nous donne... Mais pousse-toi, fils de bobo anti-CO2! Parfait. Traitons les cyclistes comme ils le méritent. Et bon embouteillage à vous. Bike for Brussels. Une initiative de Bruxelles Mobilité. Voilà, ça j'adore. Merci les Belges d'avoir fait ça. Et c'est pas la seule, ils ont fait toute une série d'insultes pour les cyclistes. Écoutez celle-là. C'est sens unique là! Sale petit conservateur d'environnement! Allez, bim. Et puis il y en a d'autres, il y a espèce de gros désembouteilleur ou libérateur de place de parking en string. Moi j'adore. Là, c'est dans l'esprit de l'émission. Hein. J'essaye d'être un peu rigolo quand j'insulte beaucoup de fois la voiture, la 4x4 qui me sert là. Mais j'arrive pas, ce qui vient tout de suite, c'est connard! Ouais, c'est vrai, on est trop simple. C'est spontané ça. Alors que j'aimerais, le mot que j'avais trouvé, c'était goyasse. 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 Parce que vous savez ce que c'est la goyasse? C'est pas une chanteuse ça? Bon, non. Chantal Goyasse. Goyasse, c'est un mot magnifique. C'est un mot vilain, qui est vilain dans chacune de ses syllabes. La goyasse, c'est en vaudois la vague qui reste après le vent. D'accord. D'accord, sur le lac. C'est Ok. pas, le sens n'est pas important pour moi, c'est seulement le nom. Goyasse. On va s'y mettre. Alors, Jacques dit vaudois parce que vaudois c'est le canton de Vaud en Suisse et il y a le petit accent de Jacques vient de là. Continuons à parler vélo. Jacques, t'es quel genre de cycliste? Comment tu empruntes ton vélo? Comment ça se passe? Pourquoi j'aime le vélo, c'est assez évident, n'est-ce pas? Enfin, entre nous, Nous on le sait. On est Voilà. convaincus, mais on essaye de convaincre le vélo, les autres. c'est plus rapide. Enfin, en tout cas, dans le cadre de ma ville de Morges, c'est petit, il n'y a pas des très grosses pentes. Je n'ai pas un vélo électrique malgré mon âge respectable. Mais bon, c'est plus pratique, il n'y a pas de doute, quoi. C'est va plus vite et puis on gagne de temps et puis on maîtrise, avec le vélo, on maîtrise son temps. Je sais combien de temps je mets pour être au magasin ou pour être à la gare à la demi-minute près. Et c'est très pratique. Et d'ailleurs, t'avais combien de kilomètres pour aller de chez toi à l'université? Alors pour l'université, donc ça fait 30 ans que j'y vais régulièrement et 40% des fois je suis en vélo. Même, bon, c'est pas à 100% parce que souvent je vais par les transports publics et puis quelquefois j'allais en voiture, quelquefois rarement les rares. Ah, nous aussi. Pour des raisons pas parfait. professionnelles, si je peux dire. Mais bon, ça fait un peu plus de 8 km. Bon, ça va, ouais, 8 km. Moi, c'est au-delà de 10 km. Moi, je commence à me poser des questions. Toi, c'est quoi? Oui, c'est entre 5 et 10 km. Ouais. Puis les côtes aussi. Faut pas que j'arrive à C'est ça. transpirant. Moi, c'est le ça. truc qui me. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, pour le chemin que je fais, les côtes sont quand même limitées, mais elles sont sensibles. Ouais, oui. Il ne faut pas grand-chose pour perturber. Bon, et puis c'est sur une route ridicule, la grande circulation, avec très mauvais équipement pour les vélos. C'est un scandale, quoi.
Bon, surtout qu'ils ont refait, donc vers l'université, ils ont refait plein de pistes, enfin ils ont mis des pistes cyclables et tout, mais j'ai pris ça cet été avec mon fils, mais c'est compliqué, moi j'ai pas tout compris. C'est compliqué. Je sais pas, il fallait traverser à un moment, j'étais perdu. C'est le problème pour les aménagements cyclables, c'est que souvent ceux qui les font, ils pratiquent pas la ville en vélo, quoi. Et du coup, ils essaient d'instaurer au mieux, mais ils s'imaginent pas en train de pédaler. Alors sur ce chemin, si j'ose vous raconter une petite histoire, Vas-y, Jacques. Bien volontiers. il y a à l'entrée de ma ville, au moment où il y a la frontière, se partage l'horreur entre la commune d'avant et notre commune. Et l'horreur, c'est il y a un croisement avec un feu et le bord de la route où s'arrêtent les véhicules lourds est complètement un champ de pommes de terre. Ainsi, la voie de circulation pour les vélos est impraticable. Oui. Pourtant, on est obligé. Hein. C'est mortel. Et depuis longtemps, je réclamais à ma commune pour qu'ils réparent ça. Peu après le prix Nobel, j'aurais expliqué que ça ferait quand même très con que le prix Nobel du voisin écrit au maire de la commune d'à côté que le prix Nobel du voisin se fasse écrabouiller sur leur champ de pommes de terre. Ils sont venus, durant quelques semaines, c'était poli. Attends, mais c'est fou, parce que ça se trouve, t'as demandé ça peut-être bien avant. Bien avant, je l'avais demandé par écrit au conseil communal de chez nous, rien. Moi je me posais la question en fait, qu'est-ce qui est le plus dur, qu'est-ce qui prend le plus de temps, obtenir un prix Nobel ou une piste praticable pour les cyclistes? Excellente question. Alors, comme on a vu, le prix Nobel va plus vite. D'accord, parce incroyable, que quand même. les travaux pour le prix Nobel ils ont quand même commencé en 1980. Oui, oui. Donc une piste cyclable, il faut plus de 30 ans pour Chez nous, pour c'est ce qu'il l'obtenir. faut, oui. Oui, et on n'y est toujours pas. Et on n'y est toujours pas. Jacques, est-ce que tu as entendu parler du paradoxe de Brahe? Non. Arnaud va nous expliquer ça, c'est un truc formidable qu'il faut absolument connaître quand on est un aménageur de ville. En mathématiques, le paradoxe de Brahe, qui a été mis en évidence en 1968 par le mathématicien Dietrich Brahe, énonce que l'ajout d'une nouvelle route dans un réseau routier peut réduire la performance globale lorsque les entités se déplaçant choisissent leur route individuellement. Cela provient du fait que l'équilibre de Nash d'un tel système n'est pas nécessairement optimal. Alors en théorie des jeux, un équilibre de Nash est une situation où 1. Chaque joueur prévoit correctement le choix des autres, 2. Chaque joueur maximise son gain compte tenu de cette prévision. L'équilibre de Nash est donc tel qu'aucun joueur ne regrette son choix. Il n'aurait pas pu faire mieux au vu du choix des autres, le choix étant comme toujours en théorie des jeux simultané. En d'autres termes, je vais essayer d'expliquer ça correctement, si les conducteurs adoptent un comportement égoïste ou capitaliste, à savoir je veux du gain tout de suite, plutôt que de penser au bien-être de la population, chaque automobiliste va donc prendre la voie la plus rapide, même si elle est bouchée, et contribuera encore plus à la congestion de cette voie. Si chaque pendulaire pensait ses déplacements en termes de gains pour la société plutôt qu'en gains personnels, les bouchons seraient fortement réduits. Donc j'ai des exemples à ce paradoxe. À Stuttgart, en Allemagne, après des investissements sur le réseau routier en 1969, la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à ce qu'une section d'une route nouvellement construite soit de nouveau fermée au trafic. À Séoul, en Corée du Sud, une amélioration du trafic autour de la ville a été observée lorsqu'une voie rapide a été supprimée lors du projet de restauration de Jaekyongchang. Voilà. Et le plus impressionnant, ça c'est celle qui m'a le plus marqué, c'est à Houston, au Texas, la Katy Freeway, une autoroute de 26 voies, considérée comme la plus large du monde, a vu son engorgement augmenter 2 ans après son élargissement en 2008. Les temps de déplacement dépassent aujourd'hui de 30 à 50% ce qu'ils étaient avant les travaux. Mais alors, Jacques, si plus on construit de routes, plus il y a de voitures, plus on construit de pistes cyclables pour les vélos, plus il y aura de vélos. Je rêve qu'on enlève les voitures et qu'on donne une petite partie de de ce bout de macadam. Oui, de ce bout de macadam au vélo. Ce serait très, très calme et très tranquille. Tout à fait, Oui. on prendrait moins de Quoi place. qu'il en soit, liquider les voitures, ce ne serait pas difficile. Enfin, on est bien d'accord là-dessus, c'est évident. Hein. Oui, bien sûr. Oui. En fait, le paradoxe de Brahe, c'est extrêmement contre-intuitif. Donc c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Tu te dis quand il y a des embouteillages, tu vas rajouter des routes et puis ça va mieux marcher. Bah non, le paradoxe de Brahe explique que non, c'est ça. Oui, c'est contre-intuitif, mais on comprend quand même assez bien ces équilibres de match. C'est aussi un autre très connu dans mon domaine, c'est pourquoi y a-t-il autant de mâles que de femelles? Ça, c'est aussi un équilibre du même type. Tu veux dire dans les naissances, en biologie? Oui, pourquoi
l'évolution trouve-t-elle cette solution optimale qui est équilibrée autant de mâles que de femelles? C'est bizarre, parce que la femelle apporte beaucoup plus, semble-t-il, à la communauté que le mâle, qui juste donne la moitié de ses gènes et puis se taille. On pourra replacer ça à la journée de la femme, ça. Jacques, tu es aussi un militant contre le réchauffement climatique et il y a eu une grande manifestation où tu as eu un petit discours qui était très émouvant. Tu es engagé en fait, même en politique locale d'ailleurs. Oui. J'ai toujours été engagé en politique, mais vous savez, avec un prix Nobel, on se met à penser, plus parce qu'on a cette voix qui porte. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Puis on se dit, c'est important de dire juste. Et évidemment, dire juste aujourd'hui, c'est comme dit Greta Thunberg. Hein? Elle le dit, on le savait, mais elle le dit plus fort et plus clairement. Chacun d'entre nous devrait le dire plus fort et plus clairement, et puis agir en fonction. Mais c'est vrai que, je dois dire, moi, mon prix Nobel m'a beaucoup aidé à parler haut et fort, comme j'aurais pas osé avant. On va revenir sur ta pratique du vélo. Il n'y a pas longtemps, on s'est croisés dans le quartier et puis tu m'as dit, je te dis bonjour et je m'arrête pas parce que je suis en train de réfléchir. Ça t'arrive de prendre le vélo pour cogiter? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est connu, je crois que c'est Nietzsche qui racontait ça, que ne croyez pas que mes belles idées sortent de ma tête et de mon crayon, elles sortent de la forêt, monsieur, quand je vais me promener. Et puis après, j'essaye de garder mes idées pour qu'elles restent encore que je serai avec mon crayon. Mais c'est une expérience que chacun doit faire répéter. On est créatif, on est bien quand on prend distance. Et alors se balader dans la forêt, c'est le paradigme, mais le vélo, c'est très bon. C'est chaque fois, je m'étonne combien ce petit chemin de 22 minutes, quand il n'y a pas trop de feu rouge, qui m'emmène au labo, combien ce petit chemin, j'y trouve des idées créatives. Il y a les 3 B en anglais, mais ça pourrait être pareil en français pour la créativité. Le bain, les bras de Morphée, donc le lit, et puis le bus. En gros, c'est des moments où on n'est pas accaparé et on peut plonger à l'intérieur de soi-même. Moi, je rajouterais les toilettes. Les toilettes aussi. D'accord, mais pensez, alors le paradigme populaire de la pensée, le penseur, Rodin. Oui. C'est vrai qu'il il est assis où? Est-ce qu'il pense ou il pense quoi? moi, vraiment, là, je trouve que ça devrait s'appeler constipé. Et puis une autre fois où on a discuté à propos du vélo, tu parlais de l'équilibre. C'est quand même incroyable que cette chose-là qui n'est pas du tout instinctive, c'est un outil qui existe depuis 200 ans, le vélo. On arrive instinctivement à garder son équilibre en vélo. Je ne comprends pas, il y a des études là-dessus. Bon, comme on sait, si on veut penser à tenir son équilibre en vélo, ça ne marche pas, c'est bien clair. Le processus d'apprentissage, écrire. Bien, l'enfant commence par penser son haut, et ça va très très dur, jusqu'au moment où il n'y pense plus. Attendez, comment est-ce qu'on disait? Un autiste... Mais donne-toi de la peine. Tout faux. Ne te donne pas de peine. Et là, ça marchera. Oui, c'est vrai que moins on y pense, et plus on y arrive. Ouais. Ah oui, il y avait un truc comme ça, c'est une chenille, un mille-pattes, qui a 1000 pattes, qui fait une super chorégraphie, et puis quelqu'un vient lui poser la question, au 4e mouvement, quelle patte tu bouges? Et là, elle a oublié sa danse, quoi. Mais ça, c'est standard pour toutes c'est l'intégration de mouvements et aussi de pensée exercée et connue. Alors, on va retrouver un petit message de la FUB. Florian, tu es avec la FUB. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la FUB, on rappelle, c'est la Fédération française des usagers de la bicyclette. Vous faites l'actualité, ou plutôt l'actualité vous rattrape, puisque vous êtes rattrapé par le grand débat national avec le baromètre des villes cyclables que vous avez lancé en 2017. Alors le baromètre, c'est quelque chose qui existe déjà chez nos voisins allemands, qui existe depuis de longues années chez nos voisins allemands, et c'est chacune, qui soit usager du vélo ou pas, qui peut répondre à une trentaine de questions sur les freins à sa pratique, ce qu'il pense de son territoire, plein de critères les plus objectifs possibles.
Donc ça, c'était fin 2017. Les résultats ville par ville ont été dévoilés pendant le congrès en mars 2018 à Lyon. Et elles vivaient dans leur coin, dans leur vie. Alors chaque asso local peut récupérer les données pour les faire fructifier dans son plaidoyer local. Et au moment de l'ouverture du grand débat de Macron, on s'est dit, en fait, il y a un grand débat, il est question de faire participer tout le monde, de récupérer des doléances, mais nous, on en a plein dans les cartons. Et donc, on a publié, on les a republiés, remises en forme pour contribuer au grand débat. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié un communiqué de presse la semaine dernière à ce propos. Sur les 113 000 réponses, il y avait en gros, sur chaque réponse, il y a 2 réponses libres. Qui permettent, qui donnent des informations qualitatives. Et donc, ça fait en gros 250 000 doléances vélo. Et chacun, dans son territoire, est invité à aller participer localement ou sur la plateforme nationale pour donner son avis sur le sujet, éclairé par les apprentissages qu'on a eus à travers le baromètre des villes cyclables. Et il y a le site internet Parlons Vélo. Dessus, j'ai pu voir que pour environ 200 ou 300 communes de France, pour chacune d'entre elles, on peut voir des étiquettes. 316, très bien. Alors pour chacune d'entre elles, on peut voir des étiquettes comme les classes énergie qu'on peut trouver sur nos logements, sur nos objets de consommation électronique. Vous avez repris ce baromètre de classe énergie de A+ jusqu'à G, avec des graphiques, et on comprend que certaines villes sont dans le rouge, tandis que d'autres sont du côté du A+, comme Bordeaux, je relève Bordeaux, Strasbourg, dans les grandes villes, Bordeaux, Strasbourg et Nantes, qui sont du côté du A+, puis du côté du G, c'est beaucoup de villes dans le sud de la France. Ça, c'est le résultat de toutes les contributions, des 250 000 doléances et 113 000 contributions, c'est bien ça? Voilà, les 113 000 réponses nous ont permis de classer 316 villes. Pour être classé, il fallait avoir plus de 50 réponses. C'était un peu un seuil statistique nécessaire. Et globalement, comme tu le vois sur la carte, c'est pas fameux. Alors, il n'y a pas beaucoup de villes qui sont en A ou en plus que A. En même temps, c'est pas non plus une grande surprise. L'idée du baromètre, c'est qu'on a fait la première édition en 2017 et on va faire la deuxième édition en 2019. Donc à partir de septembre-octobre, soyez prêts. On relance la campagne. On attend aussi les contributions du réseau qui veulent se saisir d'un sujet. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation à la FUB dans vos actions, et puis on espère qu'à l'avenir, la France deviendra exemplaire en termes de mobilité douce. Merci à toi. Et puis j'ai envie de rajouter que ça dépend aussi de vos auditeurs. On les attend dans les assos. Alors Jacques, vous disiez tout à l'heure qu'on allait plus vite en ville à vélo. Moi j'ai vu une vidéo d'un maire, donc Nicolas Samsoen, qui est le maire de Massy, qui a mis en ligne une vidéo dans laquelle il nous montre qu'effectivement le vélo est bien plus rapide. Il fait 3 trajets entre les 2 médiathèques de la ville, donc à savoir environ 3,3 km, une fois en vélo, une fois en voiture à 50 km/h et une fois en voiture à 30 km/h, puisque maintenant la grande tendance c'est de diminuer la vitesse dans les villes. Le trajet le plus rapide a été fait donc en vélo en 9 minutes et 40 secondes, quelque chose comme ça. Et les 2 autres moyens de transport, donc ils comptaient le temps de se parquer, de trouver une place de parc et de se rendre à pied jusqu'à l'avant de la médiathèque. Les 2 autres moyens de transport, donc on se dit, ouais alors à 50 km/h il est arrivé beaucoup plus vite que s'il roulait à 30 km/h. Eh ben non, en fait c'est juste 10 secondes de différence entre les 2 trajets, quoi. Mais je crois qu'on dit qu'à vélo, en ville, on est à 15 km/h, alors qu'en voiture, on est à 14 km/h. Tout à fait. Ouais. Donc j'aimerais le remercier pour cette belle vidéo où il nous a démontré que oui, à vélo, en ville, on va plus vite. Merci, monsieur le maire. Et surtout, c'est vrai, c'est les maires qui construisent qui font les infrastructures, les pistes cyclables. Donc c'est eux qu'on doit toucher. Jacques, vous n'êtes pas seulement prix Nobel, vous êtes aussi écrivain. Oh là, oui. Alors, on a le livre de Jacques, Parcours, que tu as écrit en fait suite ça faisait un moment que tu voulais écrire un livre et là du coup tu t'es dit avec cette médiatisation c'est le moment que je sorte quelque chose. Oui, c'était important parce qu'il y a donc longtemps que j'écris mon petit blog, toutes mes grandes pensées, avec l'idée d'une fois de faire l'œuvre définitive et grandiose. Et puis voilà, quand le prix Nobel est arrivé, j'ai dit pas mal de bêtises, pas de bêtises, non, mais de choses un peu fortes à la radio. Par exemple, là, quand on me demandait, mais on dit que vous êtes de gauche, pourquoi? Je suis pas stupide. Mais j'étais pas encore très entraîné aux interviews. À la langue de bois. Mais ça nécessitait quelques explications parce que c'est un peu court. Alors voilà, là je me suis dépêché
d'écrire ça. Enfin, c'était déjà, l'essentiel était déjà écrit. Alors, parcours de Jacques Dubochet aux éditions Rousseau. On va passer à la minute inutile. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va. L'écomobilité. Grand enjeu de notre début de siècle, la notion d'écomobilité regroupe la conception, la mise en place et la gestion de modes de transport jugés moins nuisibles à l'environnement, sûrs et sobres, en particulier à moindre contribution aux émissions de gaz à effet de serre. L'écomobilité nous invite aussi à réfléchir nos déplacements en gestion de temps, de santé publique et de qualité de vie. Parmi les formes d'écomobilité, on trouve principalement l'intermodalité, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement, tram plus bus, train plus tram, la mobilité active, déplacement sans apport d'énergie autre qu'humaine, donc sans moteur, marche, vélo, trottinette, skateboard, la mobilité douce qui est l'association de formes de mobilité active à des moyens de transport motorisés, comme les transports en commun ou assistés, comme les vélos à assistance électrique. Se joignent à eux le carapate, qui est un transport collectif simple pour se rendre à pied à l'école. Ce terme est déposé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et est libre de droit. Mais on connaît ce principe aussi sous le nom de pédibus, qui lui est un terme déposé par un cabinet d'études et son logo est réservé. L'ADEME a aussi déposé son pendant cycliste, le caracycle, qui est un transport scolaire qui prend la forme d'un autobus cycliste. Mais l'écomobilité est aussi la réflexion sur les solutions pour limiter nos déplacements, comme le principe de la ville dense et mixte, les vélos ou véhicules partagés, un réseau de pistes cyclables, ou encore, mais cette liste n'est pas exhaustive, des actions de sensibilisation et d'éducation de la population. Je termine cette chronique par les propos de David Bannister, professeur d'études des transports à l'université d'Oxford, qui lui nous invite à planifier mieux pour voyager moins. Où va la vie? Vélo va. Vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 17 et nous sommes toujours en présence de Jacques Dubochet, prix Nobel du chimie, qui vient nous parler de vélo. Et Jacques, tu allais faire un tour en Alsace et tu voulais nous en parler. Mais je viens d'écouter la minute inutile et moi j'ai aussi ma minute inutile. Il s'agit du maire de Ungersheim en Alsace et depuis 5 législatures, ce monsieur, inutilement, il est en train de transformer son village en un village écolo, un village durable et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique. Mais à quoi ça sert de sauver l'humanité? Mais c'est vraiment inutile. Ouais. C'est quoi d'aimer ses contemporains et de penser à ses petits-enfants? C'est n'importe quoi. Encore un maire qui est vraiment un petit peu foufou, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça. Nous avons passé la journée hier à Ungersheim, c'est magnifique, impressionnant. Il faut garder ce nom en tête. Et ce monsieur a un nom sympathique, il s'appelle Monsieur Mensch. Monsieur Mensch, qui veut dire homme. Homme, être humain. Être humain, oui. On peut transformer, c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il y a 2000 habitants. 2000 habitants, voilà. Mais un ils, petit font village... ils font ça fort. Allez, je vous propose qu'on passe à l'agenda. On a 2 petites infos à vous passer dans l'univers du vélo. Le dimanche 3 mars à 16h, c'est en Bretagne, à Mélès. Il y a une conférence de Claude Martalher, qui est un cyclo-voyageur, et de David Lefebvre, qui est un écrivain voyageur. Ça aura lieu à la médiathèque. Et du jeudi 7 mars au 17 mars, il y aura le salon de l'automobile à Genève. Attends, c'est quoi cette histoire? Oui, non, mais alors c'est pas ça qui est important, c'est qu'en parallèle du salon de l'automobile, il y a l'autre salon. Ça s'appelle justement l'autre salon parce que c'est dédié à la mobilité douce. C'est les cyclistes de Genève qui, pour rigoler, se moquer du salon de l'automobile, organisent eux l'autre salon. Vous pouvez avoir tout plein d'infos sur salon.ch sur le programme donc du 7 mars au 17 mars et ça va commencer à 17h30 le jeudi 7 mars et figurez-vous qu'on sera là. Youpi. Ça aura lieu au Bain des Paquis, l'ouverture, et on enregistrera une émission publique, donc vous pourrez nous voir en chair et en os et nous toucher et participer à l'émission. Ouais, doucement. Nous serrer la main, on préfère ça. Donc je vous rappelle, jeudi 7 mars, ouverture de ce salon, de l'autre salon, et on enregistrera en public. Il y aura tout plein de choses. C'est pas un feu d'artifice, ça sera un lâcher de bulles de savon. Pendant 2 heures, il y aura tout plein de bulles de savon. Moins polluant qu'un feu d'artifice. Ça fait moins de bruit, ça dérange moins les voisins en centre-ville. Comme une voiture et un vélo, quoi, en fait. Exactement. Mais le salon de l'auto de Genève, c'est la seule fois où j'ai été ramassé par la police et mis en tôle pendant un certain temps parce que je collais des affiches de propagande sur les affiches du salon. Le motto, c'était pollution, c'était très bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais refaire ça? C'est ça. Ce serait difficile, mais d'une manière ou d'une autre, il faut. J'imagine le gros titre: Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie, mis en prison pour avoir milité contre la voiture. Est-ce que maintenant il se ferait arrêter? Ouais, c'est ça la question. Allez, malheureusement les amis, l'émission touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine avec une spéciale Journée de la femme, et d'ici là, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo!